pour moi, il y a trois choses qui finalement définissent le wokisme. Une obsession pour l'identité qui va de pair avec cette idée des binaires, dominant-dominé. Une victimisation de tous les instants qui pour moi est absolument insupportable. Et enfin, dès qu'ils ont un minimum de pouvoir, une intolérance crasse qui fait que c'est la cancel culture comme on en a eu tellement d'exemples ces dernières années. Bonjour, nouvelle énergie, énergie libre. Dans ce nouveau podcast, nous recevrons régulièrement des penseurs, des entrepreneurs, des essayistes, des acteurs de terrain qui ont une vision stimulante, intéressante, provocante parfois, de notre société, des enjeux pour la France et le monde de demain. Nous commençons cet épisode avec un invité qui vient de publier un ouvrage remarquable, La droite woke, au titre provocateur. Cet essayiste, ce politologue, c'est Thibaut Musergue. Thibaut, bienvenue. Merci de m'accueillir, Romain. Je parlais de cet ouvrage provocateur dans son titre même, La droite woke. On va en parler en détail. On va parler de wokisme, qui est un sujet que David Disnard met sur le devant de la table depuis des années. Mais ce qu'il y a de stimulant dans cette thèse, publiée dans votre livre, c'est, écrit même sur la couverture, la gauche n'a pas le monopole du wokisme. Donc, dans cet entretien, cette discussion très libre que nous allons avoir, nous allons parler du wokisme en général. D'où vient-il ? A-t-il toujours la même puissance ? Et puis, nous allons voir que malheureusement, le wokisme va au-delà de l'extrême gauche. Et vous nous expliquerez un peu votre thèse et surtout voir comment on peut sortir de là pour régénérer une pensée beaucoup plus positive, pleine d'espérance. Ma première question, le premier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est le wokisme. C'est devenu presque un mot fourre-tout. Le wokisme n'existe pas, bien sûr, pour les woke. On connaît l'importance de cette pensée, peut-on appeler ça une pensée d'ailleurs, on verra bien, mais de cet état d'esprit, de cette vision du monde, très puissante à l'université, très puissante dans une partie du capitalisme, très puissante parfois dans les médias. Mais dans votre livre, vous rappelez ses origines qui sont très intéressantes et qu'il convient de rappeler. Oui, tout à fait. Alors, juste un petit aparté sur le wokisme n'existe pas, et pas seulement pour les gens pour les woke, mais aussi pour une grande partie de la gauche. Et c'est ma petite victoire personnelle, c'est d'avoir fait des médias de gauche qui m'ont invité, parce qu'effectivement, la droite woke, quelqu'un de droite qui attaque ses petits copains, donc ça les a intéressés. Et puis à la fin de l'émission, j'ai fait une émission sur France Inter, qui, comme on sait, est une radio très, très impartiale. Et on discute après l'émission, et il me dit: ah oui, mais quand même, ce qui nous embête dans votre thèse, c'est que il faut quand même qu'on dise que le wokisme de droite, et si on dit que le wokisme de droite existe, ça veut dire que le wokisme de gauche existe. Je dis: mais oui, voilà, c'est ma petite victoire personnelle. Vous aurez, à l'antenne, vous aurez accepté qu'il y a un wokisme de gauche, puisque avant le wokisme de droite, il y a le wokisme de gauche, et donc à partir de là, que vous avez un problème, vous, la gauche, avec ça. Donc ça, c'est ma petite victoire personnelle par rapport à ce bouquin. Mais il faut bien comprendre, effectivement, que le wokisme, c'est une idéologie, c'est un phénomène qui est au départ un phénomène de gauche, qui est l'héritier de ce qu'on appelle la French Theory, donc toutes les écoles universitaires, philosophiques, de Français, souvent des Français, mais aussi généralement des Européens qui arrivent dans les universités américaines au tournant fin des années 50, début des années 60, et qui sont de gauche, bien entendu, et qui arrivent au moment du discours de Khrouchtchev. Et c'est là le discours de Khrouchtchev, pour ceux qui ne se souviendraient pas ou qui étaient trop jeunes à l'époque. Ou qui n'étaient pas nés. Ou qui n'étaient pas nés, ce qui est également mon cas, et qui ne s'intéresseraient pas à l'histoire. Le discours de Khrouchtchev, c'est la condamnation, alors pas sans appel, mais une condamnation quand même des crimes du stalinisme. Et donc,
pour beaucoup de communistes à l'époque ou de socialistes, c'est tout un monde qui s'effondre. Et des gens comme Foucault, comme Marcuse, qui se retrouvent un petit peu dans ce maelstrom, se jurent qu'on ne les y prendra plus. Alors il reste des marxistes, il reste des communistes, mais qu'on ne les y prendra plus et qu'il fallait en finir avec les grands récits, les grandes idéologies. Et donc ils entreprennent, et enfin, moi ça m'arrive de lire Foucault, et bon, c'est un petit peu, c'est pas ma littérature, mais c'est intéressant à lire. Et donc Foucault, Marcuse et d'autres donc développent tout un tas de thèses, notamment que tout langage est violence et que toute la société se construit sur des binaires dominant-dominé. Alors il y a un côté un peu BDSM là-dedans, donc soirée bondage, mais absolument tout est une relation de pouvoir. Il ne peut pas y avoir d'amitié, tout est relation de pouvoir. Tout est politique. Tout est politique, bien entendu. Et la langue, surtout, la langue est le premier instrument de domination, et donc il faut déconstruire. Alors, là, on rentre dans des discussions très philosophiques, et comment on fait ça dans la réalité. Je pense que ni Foucault, ni Marcuse, ni les autres ne se sont vraiment penchés là-dessus. Mais toujours est-il que toute cette théorie-là rentre dans le corpus de la nouvelle gauche dans les années 60, qui arrive à maturité, qui commence à arriver à maturité dans l'après 1968, et qui se fait battre à plusieurs reprises par la droite et ensuite par la nouvelle droite, qui est celle de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher. Et donc, toutes ces idéologies-là, finalement, repartent vers les marges du débat public. Mais comme ils se sont implantés dans les campus universitaires, elles restent dans les campus. Et c'est là où on arrive dans les années 80, dans les années 90, où il va se passer quelque chose, c'est qu'il va y avoir progressivement, les années 90, c'est le moment finalement où un consensus se forme, c'est-à-dire que la gauche accepte le libéralisme économique qui est l'héritage de Reagan et Thatcher, mais à condition que, et c'est là où on arrive dans les années Clinton, Blair, etc., à condition que un libéralisme, ce qu'ils appellent un libéralisme social, puisse se mettre en place. Et les futurs woke, donc les professeurs d'université qui sont dans tous ces délires un petit peu de la French Theory, s'immiscent dans la brèche et commencent à développer les théories d'intersectionnalité, les gay studies, oui, on va y revenir, etc. On va y revenir. Et on arrive là, et en brigade, petit à petit, toute une génération d'étudiants qui arrivent très frustrés dans l'après 2008, qui est une période quand même qui est très difficile quand vous sortez de vos études, il n'y a pas de boulot, et donc en brigade toute une génération de jeunes, notamment aux États-Unis, mais avec ça part aussi, il y a aussi le phénomène, on le voit aussi à retardement en Angleterre, en France, en Allemagne, etc. Et donc on va arriver à une espèce de vulgarisation de la French Theory de Foucault et compagnie, qui va donner une espèce d'idéologie basée sur la déconstruction, et donc qui veut reconstruire un monde qu'ils estiment meilleur. Donc c'est de l'ingénierie sociale, hein, ça reste des marxistes au final. Donc on va reconstruire un monde meilleur qui va être débarrassé du racisme, des inégalités, etc., etc. Et en se faisant, le wokisme, puisqu'ils vont au départ prendre ce nom pour ensuite dire qu'il n'existe pas. Ils s'en revendiquaient au début. Ils se revendiquent, puisque le woke, ça vient de l'époque de la ségrégation aux États-Unis. C'est better stay woke, rester averti quand les Noirs passaient dans les États du Sud, rester averti pour éviter les lynchages. Hein. Non, mais ce qui avait une origine, on va dire, totalement justifiée. Exactement. Totalement justifiée. Exactement. Et donc, ils vont utiliser ces mots-là, et ils vont construire toute une espèce d'appareil, puis lâcher ces jeunes, donc embrigader les jeunes, puis les lâcher dans la nature pour prendre le pouvoir finalement et mettre en place leur programme. Et pour moi, il y a trois choses qui finalement définissent le wokisme. C'est d'une part une obsession pour l'identité qui va de pair avec cette idée des binaires, dominant-dominé. D'autre part, on a une victimisation de tous les instants qui pour moi est absolument insupportable. Enfin, dès qu'ils ont un minimum de pouvoir, une intolérance crasse qui fait que c'est la cancel culture, comme on en a eu tellement d'exemples ces dernières années. Alors,
ça s'est accéléré. Alors merci pour cette généalogie très précise de cette pensée. Il y a toutefois une accélération très forte pour les raisons que vous avez évoquées depuis, en tout cas en France et en Europe, les années 2010, 2015. Moi, je l'ai vu au point de vue professionnel. Je travaillais dans les médias auparavant et j'ai vu dans certains médias comment ça explosait. Et quels sont finalement les symptômes? Vous en avez mentionné quelques-uns. Il y a bien sûr une flambée de l'intolérance qui juge. Pourquoi cette pensée est intolérante? Parce qu'elle juge une personne, elle juge l'interlocuteur, non pas sur ce qu'il dit, mais sur ce qu'il est. À commencer par ce qu'il est au sens le plus basique de l'identité, l'origine, la couleur de peau, etc. Avec parfois même une négation de l'autre. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous exprimer sur tel sujet parce que vous venez de là. Bien sûr. Une négation de l'autre, ou à la rigueur, une réduction de l'autre à sa couleur de peau, par exemple. On se souvient d'une phrase exceptionnelle de Joe Biden pendant la campagne présidentielle américaine. Il disait un vrai noir ne peut pas voter pour Trump. Donc, c'est-à-dire que c'est un homme blanc, si on veut reprendre sa terminologie, qui dit ce qu'elle doit être un vrai noir. Donc, il y a quand même un véritable problème de pensée. Et la manifestation qu'on a le plus vue, au-delà de l'intolérance, de processus de censure. On se souvient d'intellectuels comme Sivan Agansky ou Alain Finkielkraut qui ont été interdits d'expression dans des universités. Donc il y a un véritable problème avec la liberté d'expression, fondement de ce qu'est la démocratie libérale. Donc, premier point, la censure. Et deuxième point, la culture de l'annulation, avec une passion pour juger sans cesse le passé. Oui. Et donc, David Lisnard a été vraiment l'une des toutes premières voix politiques à alerter contre ce phénomène, et notamment sur ces deux menaces contre deux valeurs fondamentales de la liberté, de la démocratie libérale. D'une part, la liberté d'expression, et d'autre part, la transmission, qui est une véritable valeur civilisationnelle. Car si nous ne transmettons pas, si nous opérons une rupture entre le passé, le présent, puis demain, une nouvelle génération, pour des prétextes vaguement idéologiques, il ne peut plus avoir de société, il ne peut plus avoir de civilisation. D'où ce combat-là, qui est un combat culturel. David Lisnard a écrit un de ses précédents livres, c'est « La culture nous sauvera ». Et donc, quand on tient la culture, qu'on tient l'éducation, qui sont des véritables piliers du projet de Nouvelle Énergie, la question woke est forcément centrale. Donc, parmi tout ce que j'ai lu d'intéressant dans votre livre, et puis on va revenir sur comment la pensée woke est allée au-delà de la gauche, sur laquelle j'aimerais que vous reveniez, c'est sur la manière dont il y a une passion véritablement victimaire dans le wokisme qui conduit forcément à un éclatement de la société, surtout lorsque la société est vue comme un agrégat d'identité et non plus comme un groupe humain visant une concorde. Oui, bien sûr. Et la victimisation, c'est une victimisation stratégique. C'est-à-dire que puisque tout est binaire, dominant, dominé, forcément, il y a dans le camp des dominés et le camp des dominants, donc le camp du bien, les dominés, et le camp du mal, les dominants. Et donc, il faut faire le tri entre qui est dominant et donc mauvais et donc à rééduquer, voire à exterminer, et les dominés, qui sont ceux à qui la terre promise, à qui le paradis est promis, pour reprendre des termes bibliques. Et je le fais à escient parce que, et on en parlera peut-être si on a le temps, mais le wokisme, qui est un phénomène marxiste, mais marxiste américain, et le marxisme américain, le socialisme américain, la gauche américaine est aussi profondément influencé par la religion chrétienne. Et il y a quelque chose, notamment le bien et le mal, quand on glisse de dominant-dominé, qui est la thèse de Foucault, à bien et mal, à bien contre mal très facilement, justement parce qu'on passe par la matrice des universités américaines. Mais comme des choses sont plus compliquées dans la vraie vie, que on peut être dominant un jour et dominer l'autre jour, il faut faire des classements. Alors,
je crois que c'est Kimberly Crenshaw qui a découvert, il y a quelques décennies, l'intersectionnalité, ou donc qui finalement revient à faire des hiérarchies. Alors, on va très loin, on revient finalement à des époques qu'on aurait espéré révolues, mais le mérite finalement est mesuré en fonction de où vous vous situez en termes des binaires, des hiérarchies. Donc si vous êtes LGBT, de couleur, que c'est avec un handicap. Il y a une hiérarchisation. Il y a une hiérarchisation qui se fait et qui vous donne voix au chapitre ou pas, qui est censé vous donner voix au chapitre ou pas voix au chapitre, puisque vous vous exprimez. Disons, on va prendre un exemple puisqu'on se connaît un petit peu. Vous êtes corse, Romain Marsili, et donc ça vous donne le droit d'avoir droit au chapitre, de parler, d'avoir droit au chapitre. Moi qui suis corésien, si j'arrive et je dis, ah oui, mais bon, il y a peut-être quelque chose si je vous contredis. Ah mais non, vous pouvez pas me contredire, parce que vous êtes corésien, vous venez du continent, et donc ce que vous dites est raciste, puisque forcément, le dominé est dans l'antiracisme, et le dominant est le racisme, puisque le racisme est systémique, et il est systémique, donc il est fait par les dominants, et donc à partir de là, j'utilise, ou plutôt vous utilisez cette arme pour me faire taire. C'est un baillon intellectuel. Et ça en est un. En utilisant le racisme, qui aujourd'hui tout le monde est antiraciste, au moins en surface, et donc c'est quelque chose qui est utilisé finalement pour faire taire les gens et pour faire taire les personnes avec qui on n'est pas d'accord, et donc pour finalement prendre le pouvoir, parce que encore une fois, ce sont des marxistes, ce sont des socialistes qui ont lu Gramsci et donc qui savent très bien que le pouvoir ne pouvant pas passer par les urnes, puisque les socialistes gagnent rarement, les communistes gagnent rarement des élections. Il faut passer par cette suprématie culturelle qui permettra de faire la révolution par d'autres moyens, finalement. Et la conflictualisation de la société, et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon applique totalement cette recette. Il y a 2 points, à mon avis, dans la pensée woke qui sont les signes d'un véritable détournement. Le premier, vous l'avez mentionné rapidement, c'est celle du christianisme. Je pense qu'il y a une lecture totalement dévoyée du christianisme. Quand on parle de victimisation, oui, effectivement, Jésus-Christ, le Christ est crucifié. Mais je veux dire, à partir de ce fait-là, de ce fait générateur de la religion, il y a une lecture qui part dans de l'idéologie pure et dure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le combat pour la justice. Parce que la lutte contre les discriminations, c'est normal. C'est non seulement normal, mais c'est souhaitable. C'est encouragé contre l'abomination qu'est le racisme, notamment, mais pas seulement. Donc, ces gens-là se disent souvent social justice warriors, des guerriers. Exactement. Dans votre livre, vous avez des guerriers de la justice sociale. Mais là encore, ce n'est pour moi qu'une stratégie de conquête du pouvoir et en aucun cas une recherche de justice, puisque eux-mêmes recréent, comme vous l'avez mentionné, des hiérarchies raciales, sociales, selon la sexualité. Donc je pense que derrière tout cela, il y a avant tout un très très grand cynisme, il peut y avoir des idiots utiles de l'idéologie, il y en a toujours, mais avant tout un très grand cynisme. Alors, tout ça, vous l'expliquez très bien et on ne peut que conseiller de lire votre livre. Il y a d'autres livres que vous mentionnez, celui de Pierre Valentin aussi. Vous n'avez pas des livres mais des notes pour la Fondapol qui sont devenus un livre d'ailleurs. Voilà, qui permettent aussi d'en savoir plus. Donc ça, on ne peut qu'encourager. Le point peut-être le plus original, et je disais stimulant intellectuellement lorsqu'on est de droite de votre thèse, c'est le basculement. Ouais. Quand le wokisme sort des murs et quand une partie, alors vous dites de la droite, oui, de la droite, ou peut-être de certains démagogues qui se revendiquent de droite, utilisent des codes du wokisme. Et c'est là, ce point-là, que j'aimerais que vous développiez. Oui, tout à fait. Alors, l'idée, en fait, encore une fois, on est sur des binaires. La gauche woke travaille sur des binaires, et donc il faut renverser les binaires. Et il y a quelque chose qui s'est passé au tournant à la fin des années Obama aux États-Unis. Ça a commencé à la fin des années Obama. Il y a tout un tas d'intellectuels qui ont commencé à dire mais pourquoi on les renverserait pas nous aussi? Et donc on reprend exactement les mêmes armes que l'adversaire et on va en parvenir à la conclusion inverse que ce ne sont pas qu'aujourd'hui ce ne sont pas les femmes noires bisexuelles
avec un handicap qui sont les discriminés. Les vrais discriminés, c'est les hommes blancs cisgenrés. Et c'est une théorie, c'est des théories qui sont développées. Alors vous avez plusieurs théories. D'abord, il y a la théorie de la sécession, ou l'option bénédictine, hein, pour reprendre le titre d'un livre très intéressant qui a été écrit, je crois, au tournant pendant les années Obama. Il y a plusieurs intellectuels de droite américains qui ont commencé à dire, bon, ben, puisque de toute façon on nous promet d'être des minorités dans notre propre pays au tournant 2040-2050, autant commencer à se comporter comme eux, et donc de défendre nos droits en tant que minorité. Ça va très loin, ça va jusqu'à l'option bénédictine, qui est en fait une option de sécession de la société, de rentrer dans des monastères finalement pour pouvoir revenir au moment plus ou moins au moment du jugement dernier, ou au moment où les choses iront mieux. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y en a quelques intellectuels qui vont encore plus loin et qui disent, non mais en fait, c'est pas ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va reprendre exactement les armes de nos adversaires, on va les retourner contre eux. Et donc, l'idée de dire, on rentre là sur quelque chose qui est assez intéressant, parce qu'effectivement, quand vous êtes dans un jeu à somme nulle, il y a pendant les années 2010 et les années Obama, entre 2010 et 2014-2015, il y a une croissance qui est assez relativement molle aux États-Unis, et donc le pool, si vous voulez, de non seulement de postes à pourvoir, mais aussi d'ascension sociale, et le pool est assez rétréci, donc c'est très difficile de faire carrière. Et ce qu'on voit à partir des années 2010, puisque les politiques de discrimination positive sont mises en place par l'administration Obama, qui sont faites pour promouvoir les femmes, les jeunes, les homosexuels, etc., sont mises en place et commencent à porter leurs fruits à cette époque. Et ce qu'on voit aux États-Unis, il y a des études maintenant très, très sérieuses qui le montrent, c'est qu'en fait, dans ce contexte-là, il y a beaucoup de jeunes blancs, hommes, qui se sont retrouvés finalement avec l'ascenseur social en panne. Et donc, il y a une frustration qui est née de ça. Et donc, ces idéologues disent, mais alors, en fait, c'est la raison pour laquelle vous ne faites pas aussi bien que ce que vous devriez, c'est parce que aujourd'hui, la réalité, c'est que nous vivions dans une gynocratie, donc le pouvoir, tout le pouvoir est aux femmes. Oui, en fait, et donc, ce sont les mêmes délires. Voilà, exactement. Avec une pensée souvent qui part vers du complotisme, etc. Généralement, on a toutes les questions de genre. Il y a un complotisme sur le genre qui nous a amené au fameux mythe Michelle Obama, Brigitte Macron sont en fait des hommes, etc. Enfin, c'est assez remarquable de voir comment finalement un délire a été repris par le camp adverse. Et en fait, les gens qui sont de la droite woke sont des gens, la plupart au départ, qui disent combattre le wokisme, et qui finalement, enfin, c'est la phrase de Nietzsche, regardez suffisamment longtemps dans l'abîme, et l'abîme vous regardera aussi. C'est un petit peu ce qui se passe, quoi, finalement. Alors, c'est une maladie de la pensée, si on peut dire, qui vient pas de nulle part et qui a un peu contaminé une partie de la société. Je vais citer un exemple personnel que j'ai vécu. Je travaillais dans une entreprise qui était américaine et qui faisait des formations, comme souvent internes dans les entreprises, pour les managers, pour les cadres, et donc de formation, de bien-être au travail, etc. Je crois que beaucoup de nos auditeurs ont peut-être déjà subi ou écouté ou profité, parce qu'il peut aussi avoir des bonnes formations. Et là, un exemple qui m'avait marqué, j'écoutais gentiment, mais d'une oreille quand même attentive, il disait, le lundi matin, au retour du week-end, ne demandez pas à votre équipe, aux membres de votre équipe, s'ils ont passé un bon week-end. Parce que peut-être que parmi eux, certains n'ont pas passé un bon week-end. Peut-être que l'un s'est fait quitter par son copain ou sa copine. Peut-être que l'autre, on ne sait pas, par toutes les mauvaises raisons du monde de passer un mauvais week-end. Ça risque de le blesser, de rouvrir des blessures. Et donc, là où ça fait écho à ce que vous écrivez, c'est qu'il y a une telle victimisation qu'en contrepartie, il y a la peur toujours d'offenser. Et ça, c'est fatal à une démocratie, enfin une société ouverte, puisque si on a peur de tout, si on a peur d'offenser, y compris lorsqu'on est artiste, créateur, il n'y a plus les ressorts d'une énergie vitale pour la société. Il n'y a plus les ressorts même
de la démocratie. Donc ça, c'est un point, je pense, qui fait écho à ce que vous écrivez et qui est un poison pour la concorde, pour la création, pour la vie, tout simplement. Bien sûr. L'autre point que vous mentionnez, que je trouve très intéressant, qui est aussi une des raisons, pas la seule, très loin de là, de l'évolution de cette pensée woke, de manière dont elle a un peu contaminé tout, c'est aussi la faiblesse du centre. Alors, parfois dans votre livre, c'est un des points peut-être de désaccord que j'aurais, vous parlez du libéralisme. Pour moi, ce ne sont même pas des libéraux, c'est plutôt d'un extrême centre qui en France correspond assez au macronisme, mais qui a vidé en grande partie la politique de sa substance. Bien sûr, ouais. En voulant annuler le débat entre la gauche et la droite, par exemple, en disant par tout et n'importe quoi. Alors, c'est à la fois le en même temps, mais c'est en même temps, c'est le simultanément. Encore pire que le en même temps, parce que le en même temps, ça peut être une nuance qui est intéressante d'un point de vue intellectuel, qui ne peut jamais être effective lorsqu'il s'agit de décider. Mais c'est même pas le pire, c'est le simultanément. On dit tout et n'importe quoi selon les clientèles. Et donc, à force de vider le champ politique d'une vision, des grands projets, enfin nous, c'est tout ce qu'on essaie de porter, mais à force que toute une partie d'un extrême centre en France, aux États-Unis, a pu faire, ce jeu est totalement délétère, bien sûr, puisque quand disparaît on va dire les divergences intellectuelles saines dans une société, on en revient au tribal, à l'identité, au sexe, à la couleur de peau, enfin tout ce qu'on pensait peut-être en partie derrière nous. Et c'est un des points explicatifs, selon vous, de cette montée. Oui, c'est la déconstruction, finalement. Il y a un côté très nihiliste à la déconstruction, parce que, en fait, tout est une construction sociale, y compris le sexe, ou plutôt le genre. En fait, le sexe est naturel, mais le genre est une construction sociale. Mais ça va très très loin. Là, on voit dans les délires woke aujourd'hui que ça va très loin, et qui sont suivis en fait par les woke de droite, parce que ce qu'on voit, par exemple, alors, je parlais tout à l'heure du délire sur le sexe des femmes d'État. Hein. C'est toujours des femmes d'État qui sont en fait des hommes. Mais vous avez un autre incident, c'est celui des JO de Paris il y a 2 ans, où une boxeuse algérienne, Khelif, qui effectivement a des hommes, qui a vraisemblablement un problème d'hormones masculins, enfin qui a des hormones masculines, et qui aurait pu être disqualifié à cause de ces hormones masculines, mais le règlement olympique étant fait d'une manière qui est un peu différente de celle de la Fédération internationale de boxe, a pu concourir chez les femmes au JO. Bon, il y a un scandale, je ne sais pas si vous, les auditeurs, s'en souviennent, il y a eu un scandale qui a surtout porté en Italie, puisque c'est une boxeuse italienne, avec qui elle s'était entraînée auparavant, donc c'est pas qu'elle se connaissait pas avant, qui abandonne au premier round en disant c'est pas juste, elle tape trop fort, en fait c'est un homme. Alors, le problème, c'est que Madame Khelif est une femme sur l'état civil algérien. Je ne crois pas que l'état civil, je ne crois pas que les autorités algériennes considèrent le changement de sexe comme quelque chose de normal. Le pouvoir algérien sur le plan des mœurs, c'est un pouvoir extrêmement conservateur. Donc on peut bien entendu critiquer le fait qu'elle... Oui, tout à fait. Et on peut tout à fait critiquer les hormones, et on peut se demander si ces hormones sont naturelles ou pas. Ça, c'est toute autre question. Mais de là à rentrer dans les... Et puis, si vous voulez, c'est un feuilleton qui, depuis les JO, hein, ça fait depuis 2 ans, on a ça, alors avec des blogs, des machins, où on vous explique du côté woke de droite que, en fait, non, c'est pas une femme, c'est un homme, etc. Et donc, on en arrive à des obsessions identitaires qui sont, alors déjà, dont le reste de la population se fiche éperdument, mais qui prennent le débat et qui, en fait, empêchent de parler des vraies questions. Et le problème, c'est que, comme après, donc il y a des victimes, ces victimes-là, la boxeuse, toutes les femmes, les hommes, etc. En fait, ça, on va utiliser ça ensuite pour censurer, comme le font les woke de gauche d'ailleurs. Et c'est là qu'il y a un vrai problème. Alors moi, sur ce point, Thibault, j'aurais une nuance avec vous, parce que oui, le dossier est effectivement complexe et il a été probablement monté en épingle. Cependant, ce sont souvent des femmes, notamment dans le milieu sportif. Ah oui, tout à fait, non, on est d'accord. Qui, à juste titre, se plaignent que des personnes se revendiquant femmes
puissent concourir avec elle. Alors dans la boxe, c'est extrêmement, ça se voit, c'est très très violent, puisqu'il y a des coups qui sont donnés par définition. Mais je veux dire, c'est dans d'autres sports, dans l'athlétisme, il y a quand même une dérive dans beaucoup de pays. Lorsque des personnes qui se revendiquent, se déclarent femmes, concourent contre des femmes, en fait, c'est une manière d'invisibiliser. Et je crois pas... Il y a un contexte, effectivement, qui rend voilà, tout ça possible. Je on est trouve d'accord. Qui est d'un contexte qui a été créé par les woke de gauche. Oui, hein. oui, tout à fait. Donc je trouve votre livre extrêmement convaincant sur la manière dont une partie, à mon avis non représentative, mais tout de même significative, d'une certaine droite dans certains pays reprend le code du wokisme. Voilà, je crois que sur la question sport, ces femmes qui se plaignent à juste titre de ça ne sont pas woke elles-mêmes. C'est voilà, l'instrumentalisation derrière du politique. Voilà, probablement. En revanche, là où on se rejoint, c'est qu'il y a une obsession identitaire. Et lorsqu'on parle de ça, c'est une identité dévoyée, parce que l'identité en soi n'a rien de négatif, bien au contraire. Bien sûr que non, ouais. On porte un héritage, on ne vient pas de nulle part. On tâche de le transmettre exactement, aux descendants. Qu'il faut transmettre, qu'il faut honorer, que ce soit l'héritage de la langue, l'héritage d'une culture globalement. Donc l'identité n'est pas un gros mot, bien évidemment. Là où ça devient problématique, c'est lorsque l'identité devient une idéologie, au sens de la logique d'une idée. Et c'est là où identitarisme, presque, on pourrait dire, si on voulait mettre un mot en isme, et c'est là où une partie de la droite probablement se trompe. Elle est tellement fixée sur ce sujet-là qu'elle n'évoque pas tant de sujets fondamentaux pour redresser un pays, pour donner une espérance, que ce soit l'éducation, la sécurité, la prospérité. Donc c'est là où il y a un véritable détournement du débat. Et pour conclure un peu cet échange, ma question serait, même si vous en donnez des pistes dans votre livre, comment en sortir ? La première, dans le contexte français en particulier, la première réponse, c'est de revenir à un débat droite-gauche qui a été cannibalisé aujourd'hui justement par l'extrême centre, qui a fait croire finalement aux Français, mais aussi aux Allemands, dans plein d'autres pays, qu'il n'y avait pas d'alternative. C'est ce que disait Angela Merkel, alternative los. Trois mois après son discours, alternative los, il n'y a pas d'alternative. Quel est le nom du parti qui est fondé et qui aujourd'hui flirte avec les 30% en Allemagne pour s'insurger contre ça? C'est Alternative für Deutschland, l'alternative pour l'Allemagne. Aujourd'hui, on a besoin d'un débat entre droite et gauche, avec une droite bien dans ses baskets, qui soit vraiment de droite, et une gauche qui soit vraiment de gauche. Et les citoyens jugeront en fonction des campagnes et des arguments qu'enverront les uns et les autres. La première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est se souvenir que, je pense qu'on en a eu une démonstration éclatante en Hongrie le mois dernier. Au final, ce qui intéresse les gens, ce qui intéresse les citoyens, c'est leur vie quotidienne, c'est le fait de pouvoir vivre sa vie, de pouvoir, si on le souhaite, devenir riche ou pouvoir développer son activité. Et ce ne sont pas justement ces délires identitaires, même s'ils sont importants. Il faut bien entendu prendre en compte les questions identitaires, parce qu'aujourd'hui il y a un malaise en Occident qu'il faut absolument régler. Il y a un problème d'immigration massive qui est à régler, d'entrisme des islamistes dans les institutions et dans les partis politiques, enfin dans certains partis politiques et notamment à gauche. Je ne vise personne, mais suivez mon regard. Et donc ça doit être adressé. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'adresser justement en devenant aussi woke, que les woke. Et c'est ce qui s'est passé en Hongrie. En Hongrie, vous regardez le discours de Viktor Orban pendant toute la campagne, ça a été de dire le méchant Zelensky, avec Bruxelles, nous prépare une mise en coupe réglée de la Hongrie, mais moi, grâce à mon copain Donald Trump, j'arriverai. Il n'a parlé que de questions internationales, avec justement, en reprenant ce discours victimisant. Alors bon, une fois c'était Bruxelles, une autre fois c'était Zelensky, donc en plus anti-occidental, c'est ça qui est assez remarquable. Il y a un anti-occidentalisme dans la droite woke qui est tout à fait remarquable. Mais au final, les Hongrois, eux, ce qui les intéressait, c'était le fait qu'ils étaient plus pauvres
qu'il y a quelques années, y compris sous Orban. Hein. Aujourd'hui, il y a un vrai problème d'une Hongrie qui a perdu, qui est devenu un pays des Balkans, qui était un pays d'Europe centrale économiquement, au niveau de la corruption, des annexes de corruption, etc., et qui est devenu un pays des Balkans, sans vouloir faire offense aux auditeurs qui viendraient de cette région, mais qui a les Ils ne se mêmes victimisent problèmes. pas trop en général, les gens des Balkans. Voilà, ne se voilà. victimisent pas trop. Mais qui a les mêmes problèmes donc de corruption, pauvreté, etc. que les Balkans. Et les Hongrois ont voté là-dessus et ils ont donné une majorité très claire à Peter Magyar, ce qui montre encore une fois que finalement, même si les démocrates Clinton avaient raison, it's the economy stupid. Et on voit bien qu'un des poisons du wokisme, d'où qu'ils viennent, c'est aussi de tendre les relations internationales. Dans un moment où les démocraties ont besoin d'être alliées, Oui. dans un moment où on a besoin d'une très forte, à mon sens, relation transatlantique pour lutter contre la résurgence de certains empires illibéraux, le wokisme est un poison qui crée des fissures entre alliés historiques, et c'est un autre de ces symptômes très négatifs. Thibaut, merci beaucoup pour cet avis de politologue, d'essayiste qui a proposé cette thèse, Merci qui donne d'avoir aussi accueilli. un esprit de responsabilité. C'est ce que nous essayons de faire à Nouvelle Énergie, mettre des idées sur la table pour un redressement du pays avec un projet de liberté, d'ordre, de dignité, recréer des clivages. La démocratie a besoin de clivages. La démocratie a besoin de tolérance. La démocratie, enfin, a besoin d'engagement. C'est tout ce que nous essayons de porter aux côtés de David Lisnard. Merci et à bientôt pour de nouvelles discussions que nous espérons tout aussi stimulantes. Au revoir. Merci, au revoir.